Donc, je vais vous re-souhaiter la bienvenue à tous à ce webinaire organisé par l'ITAVI sur l'implication des intervenants dans la démarche de biosécurité en aviculture. Donc, merci de votre présence. Merci à nos sponsors, donc UBAR, FIDIA et Biochem. Je remercie énormément les intervenants, donc mes collègues de l'ITAVI, Nathalie Rousset et Marion Pertusa, ainsi que les deux éleveurs, Sylvie Robin et Eric Cachan, donc, qui vont témoigner ce matin. Donc, on va parler sur cette matinée des enjeux de la biosécurité et de l'importance des vecteurs à maîtriser, et notamment, bien sûr, du vecteur intervenant. Ensuite, on donnera la parole à Eric et Sylvie pour leur témoignage, qui nous évoqueront comment eux, ils ont géré la venue, comment ils gèrent la venue des intervenants dans leur exploitation et comment ils font concrètement pour que ça se passe bien en termes d'anticipation et puis pour gérer le risque. Ensuite, Marion vous fera un petit focus sur l'activité de ramassage dans le cadre du projet ramassage piloté par l'ITAVI. Nathalie vous fera part d'une synthèse un petit peu sur les leviers d'action qu'on peut imaginer pour la gestion du risque. Et puis en fin de webinaire, on aura une séquence où vous pourrez poser toutes vos questions. Donc je vous invite pendant les présentations à poser vos questions en utilisant le chat. Et puis sinon, bien sûr, il y aura un temps d'échange en fin de présentation. Donc encore une fois, bienvenue à tous. On est à l'heure et on va pouvoir commencer. Je vais passer la parole à Nathalie qui va vous présenter son introduction. Donc, bonjour à tous. Je me permets, je vois que Johanna a des soucis pour afficher les petites vidéos des intervenants sur la droite de l'écran. Ça lui masque un peu le diaporama. Est-ce que c'est la seule dans ce cas ou c'est un souci partagé? N'hésitez pas à réagir dans le chat si vous avez aussi ce problème-là. On essaiera de le résoudre rapidement au cours de webinaire. N'hésitez pas à vous manifester dans le chat. Donc, je vais commencer. Merci Julie pour cette introduction. Donc, avant de... Ah voilà, ça a l'air d'être la même chose pour tout le monde. Ah mince. Ouais, alors. Du coup, je vais demander à Anne Plantirou qui nous accompagne sur le chat de voir ce qu'il est possible de faire. Je vais commencer l'intervention tout de même. Oui, je m'occupe de voir ça avec Anne, Nathalie. On essaie de régler le problème au plus vite. Merci. Coupe ton micro par contre, Julie. Alors, pour introduire un peu le webinaire, donc je vais rappeler, donc je pense que c'est des choses que vous connaissez. Pourquoi en ce moment on parle beaucoup de biosécurité, quels sont les enjeux autour de ça. Donc on a voulu le rappeler brièvement, même si c'est des choses, je pense, qui sont actuellement bien partagées. Donc avant tout, effectivement, la biosécurité, c'est un enjeu de maîtrise sanitaire, que ce soit pour maîtriser les épizooties, mais aussi les éventuelles zoonoses. Ça amène forcément une réflexion plus ou moins profonde sur la conduite de l'élevage d'une manière générale, sur l'organisation du travail également. Et donc, forcément, ça a des répercussions sur l'approche de la santé animale, donc sur une meilleure gestion de la santé, mais aussi du bien-être des animaux et pourquoi pas aussi des hommes. Quand on réorganise le travail, c'est aussi l'occasion parfois de s'équiper, de réfléchir la manière dont on travaille, de simplifier le travail des personnes, autant que faire se peut. Ça a in fine un impact sur la sécurité sanitaire des aliments, puisque donc on maîtrise mieux la qualité sanitaire des produits in fine à la fin de la chaîne de production. Les performances zootechniques également, ça va de pair avec l'amélioration de la santé des animaux. Ça peut avoir aussi des impacts, notamment sur la maîtrise des pathologies nécessitant l'usage des antibiotiques, sur la réduction de ces usages-là. Donc, in fine, sur une problématique plus liée à la santé publique d'une manière générale, qui est la réduction de l'antibiorésistance, et également sur l'environnement avec une meilleure maîtrise des sortants, que ce soit
l'impact sur la maîtrise des effluents, par exemple, mais également la réduction des intrants médicamenteux, ce genre de choses. Donc finalement, on peut dire que améliorer la biosécurité, c'est vraiment un pari gagnant pour toute la filière. Et c'est pourquoi c'est un enjeu important et actuel. Donc un petit rappel également très court, mais quand on parle de biosécurité, habituellement on a toujours vraiment l'habitude d'avoir une approche centrée sur l'exploitation, voire sur le bâtiment. On considère tout ce qui est biosécurité interne, je pense que c'est des termes que vous connaissez par cœur. Hop là, voilà. Donc la biosécurité interne qui vise à limiter la propagation d'agents pathogènes à l'intérieur de l'exploitation. Et puis, on parle également de biosécurité externe, tout ce qui consiste, en fait, toutes les mesures qui consistent à protéger l'exploitation du risque d'introduction d'agents pathogènes. Donc, on protège l'exploitation de tout ce qui va rentrer. Et biosécurité interne, on protège l'exploitation des éventuelles circulations au sein des sites. Donc ça, c'est vraiment une approche qu'on a l'habitude d'avoir, qui est centrée sur l'exploitation. On verra que quand on parle des intervenants, il faudra un peu élargir la focale. Donc, qu'est-ce qu'on considère, quelles sont les 5 règles d'or qu'on a l'habitude de respecter, de considérer pour bien conduire son plan de biosécurité. C'est avant tout, la première règle, c'est que le pathogène ne rentre pas dans l'exploitation. La seconde, qu'elle ne circule pas, que le pathogène ne sorte pas de l'exploitation également, donc pour protéger finalement les autres sites à côté de chez soi, en fait, les autres exploitations. Que le pathogène n'infecte également pas l'homme, donc ça c'est tout ce qui est lié à la protection des personnes qui vont travailler en élevage, et que le pathogène ne persiste pas dans l'environnement. Donc là c'est pareil, on a à la fois on considère protéger finalement les contaminations futures du site, mais aussi l'extérieur. Donc quand on parle de chaîne de contamination, donc il y a 2 grands axes finalement qui sont à prendre en considération quand on essaye de réfléchir aux mesures à mettre en place. C'est tout ce qui va permettre d'éliminer, isoler les potentiels réservoirs. Les réservoirs, c'est tout ce qui va participer au cycle de reproduction d'un agent pathogène, donc ils peuvent être complètement différents suivant l'agent pathogène considéré. Donc c'est là où ça introduit de la complexité finalement à la biosécurité, et puis assainir, supprimer les potentiels vecteurs qui dispersent les agents pathogènes en les transportant d'un hôte à l'autre, donc d'un site à l'autre par exemple. Donc ça, c'est les 2 grandes voies de manœuvre qu'on peut avoir. Alors, les vecteurs réservoirs, quels sont-ils? Donc, on considère généralement les poussins, l'aliment, l'eau, la litière comme des intrants potentiellement réservoirs ou vecteurs finalement d'agents pathogènes qui vont potentiellement plutôt amener pour le coup des agents pathogènes sur l'exploitation. On considère également d'un autre côté les nuisibles, les nuisibles, l'avifaune, le voisinage, qui eux vont à la fois potentiellement apporter des agents pathogènes, mais aussi potentiellement les faire sortir. Donc c'est d'où l'importance de les maîtriser dans les 2 sens. Tout ce qui peut être véhicule, donc là on connaît toutes sortes de véhicules qui peuvent intervenir à différents moments, à différentes fréquences, avec différents aussi risques. Tout ce qui peut être fumier, cadavre, eau de pluie, eau de lavage, qui là également on pense souvent à ce qui potentiellement peut rentrer, mais on pense aussi que c'est des sortants et qui potentiellement vont contaminer d'autres sites. Et puis tout ce qui est humain et matériel. Donc là, pareil, ça rentre, ça sort. Donc des vecteurs réservoirs à contrôler finalement, maîtriser dans les 2 sens. Donc en théorie, quand on se centre un peu sur le vecteur humain, quelles mesures doivent-ils respecter? Donc ça, c'est vraiment le plan plutôt théorique. Donc on a bien sûr, premier objectif, contrôler les entrées et les sorties sur le site de l'exploitation, avec le périmètre délimité qui permet justement de créer une barrière à ne pas franchir, ou à franchir possiblement par des points particuliers qu'on va maîtriser.
et donc avec la possibilité effectivement de se garer pour les véhicules sur un parking extérieur aussi de l'exploitation. Et puis pour l'équarrissage qui représente un risque par exemple important, de faire en sorte qu'ils ne rentrent pas sur l'exploitation. Assainir avant l'entrée du site, finalement, ça, c'est les points d'entrée sur le site qu'on va essayer de maîtriser au maximum, hein, de focaliser finalement sur un seul point d'entrée qu'on va pouvoir maîtriser beaucoup plus facilement qu'une multitude de points d'entrée. Donc ça, c'est typiquement l'intérêt du sas sanitaire, hein, qui doit être utilisé selon des règles d'hygiène pour les humains, enfin pour les personnes qui vont rentrer sur le site, changer de tenue et de chaussures, se laver les mains pour entrer dans le bâtiment. Et puis pour les véhicules, potentiellement, notamment en cas de crise sanitaire de risque élevé, pouvoir laver, désinfecter les véhicules sur les aires de lavage. Et puis à l'intérieur du site, bien sûr, respecter un sens de circulation, des voies de circulation à adapter pour éviter tout ce qui est croisement de flux, respecter la marche en avant des intervenants, des véhicules et des matériels. Donc ça, c'est vraiment la théorie, mais on peut effectivement que voir qu'entre la théorie et la pratique, il va falloir adapter ce schéma-là à la réalité du terrain et donc à la configuration des sites. Et donc finalement, il y a toute une réflexion, chaque site doit faire sa propre réflexion pour adapter ce schéma-là théorique et donc en fonction des règles que l'on a décrites à l'instant, pour essayer de coller, l'adapter à son propre site. Donc là, vous voyez un exemple en palmipède, en bande unique, qui reste relativement simple, mais on peut avoir des cas suivant le système de production qui peut se compliquer, notamment quand il y a plusieurs bâtiments sur le site, plusieurs espèces ou plusieurs âges. Là, on complique un petit peu la configuration de l'exploitation et donc du coup les mesures, le plan de biosécurité devient un peu plus complexe et mérite un petit peu de s'y attarder pour bien réfléchir pour que ça soit bien opérationnel. Donc un troisième cas, par exemple, ici, donc, qui est plutôt de l'élevage de lapins, donc encore une autre production un peu plus compliquée avec des âges différents sur le même site. Donc ça nécessite vraiment cette théorie d'être appliquée au cas par cas. Alors, pour finir cette partie introductive, avant de passer la parole à nos deux éleveurs témoins, donc on voulait revenir un peu sur la partie, sur les intervenants qui nous intéressent aujourd'hui, donc ils sont vraiment des acteurs à impliquer dans la biosécurité au quotidien. Donc, je vais essayer de reprendre un petit peu le pourquoi. Donc, il s'agit vraiment de vecteurs qui cumulent potentiellement plusieurs facteurs de risque. Hein. Donc, c'est pour ça vraiment qu'il faut vraiment s'y intéresser et bien réfléchir à comment on les intègre dans le plan de biosécurité au quotidien. Donc, ils peuvent, donc en fonction des personnes, on peut avoir effectivement des gens qui interviennent à différents stades de la production, à différents stades avec des périodes plus ou moins à risque. Donc, on pense par exemple au déchargement des poussins qui est plus à risque avec des animaux plus fragiles. On peut avoir, suivant le système de production, plusieurs personnes qui interviennent pour aider au déchargement. Ils peuvent aussi avoir des fréquences d'intervention plus ou moins élevées. Par exemple, des livraisons, on pense aux livraisons de camions d'aliments qui peuvent venir plusieurs fois dans le lot. L'équarrissage peut passer plusieurs fois dans le lot, tandis que, par exemple, la livraison de poussins va se faire qu'une seule fois. Il y a vraiment cette notion de fréquence aussi à prendre en considération. La notion aussi de nature de l'intervention, parce qu'effectivement, c'est pas la même chose de faire intervenir un camion d'équarrissage qui potentiellement transporte qui est potentiellement aussi un réservoir, qui peut potentiellement transporte des cadavres potentiellement contaminés, qui va visiter plusieurs sites d'exploitation, donc potentiellement plus à risque qu'un camion d'aliments ou qu'un électricien qui va venir ponctuellement sur le site sans forcément, tout dépend de la densité d'élevage dans la région, mais potentiellement n'aura pas été visité d'autres sites avant d'intervenir. Donc la nature d'intervention est aussi également à prendre en considération dans le plan de biosécurité.
Et donc, pour finir sur cette partie introductive, voilà, ce que je vous ai présenté pour l'instant jusqu'ici, c'est vraiment l'approche plutôt centrée exploitation. Et ce que j'ai voulu schématiser un peu sur cette photo, c'est qu'on voit que les flux finalement entrant et sortant d'un atelier, par exemple, ces ateliers-là, ici sur la droite de la photo, en fait, vont potentiellement croiser des flux entrants d'un autre atelier, par exemple, qui se situe ici tout au bout sur cette commune. Et donc, par exemple, les intervenants d'équipes de ramassage, par exemple, vont devoir traverser toute cette route-là avant d'atteindre du coup l'élevage chez qui ils vont intervenir et potentiellement avoir croisé des flux sortants, que ce soit effluents ou autres. Donc avec un risque supplémentaire. Donc l'approche finalement uniquement centrée sur l'exploitation est à relativiser en fonction du territoire dans lequel on se situe. Et c'est bien sûr pas forcément la même chose de se trouver dans une région dense au niveau élevage qu'une région avec un maillage d'élevage plus lâche, on va dire. Donc, pour illustrer cette partie un peu théorique, donc je vais demander à Sylvie Robin et puis Eric Cachant de bien vouloir allumer leur micro et puis on va commencer la partie témoignage. Donc, on avait deux questions à vous poser. Donc, finalement, par rapport à votre situation chez vous, de nous décrire un petit peu comment ça se passe, votre élevage et comment vous avez intégré finalement les intervenants dans vos démarches de biosécurité. Et puis, quelles solutions pratiques vous mettez en place pour gérer finalement ces intervenants. Donc, je propose de commencer par Sylvie, si vous voulez bien. Oui. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Sylvie Robin, donc j'ai une exploitation agricole sur la commune de Viella dans le Gers, avec des bovins, de la vigne, des céréales et des canards prêts à gaver. On a 2 sites de production avec 2 bâtiments sur chaque site. Ces bâtiments ont 6 ans. Et après, moi, j'ai une expérience bretonne, morbihannaise pour être précise, de 20 ans de coupe-pondeuse. Je dis ça parce que ça a son importance, parce que je faisais de la vente directe, donc j'avais un centre de conditionnement qui était aux normes HACCP. Donc, du coup, j'avais une visite annuelle de la DDCCP. Et puis, donc, j'avais une charte salmonelle. Donc, on est assez aguerri, normalement, à la biosécurité. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'admettons, les intervenants, j'en vois depuis de nombreuses années, même, je dirais, même depuis que je suis toute jeune. Donc, je suis, oui, aguerrie et je pense aussi aux conditions, enfin, aux améliorations de conditions de travail. Ça me paraît aussi important. Les deux, pour moi, vont de pair. Puis après, bien évidemment, je ne parlerai pas de tout le gain qu'on peut avoir sur les performances techniques qui sont induites automatiquement. Donc, quand on a construit nos bâtiments il y a 6 ans, c'est vrai que donc nous, on avait 2 types d'intervenants qui venaient chez nous. C'était pour la vaccination et puis les deuxièmes, c'était pour l'attrapage de canards. Donc, c'est vrai que rapidement, on a réfléchi à comment on allait les faire rentrer dans nos bâtiments, qu'est-ce qu'on allait mettre en place pour justement éviter de faire le gendarme trop souvent. Donc, on a réfléchi à l'aménagement des bâtiments. Donc, on a mis notamment, en fait, sur chaque site, chaque bâtiment ont des sas personnels. Et après, à l'extérieur, je veux dire, juste à l'entrée du site de l'UP, on a remis ce qu'on appelle un pré-sas qui fait 8 mètres carrés, où il y a une douche, il y a 2 postes changés. C'est vraiment un lieu pour le changement de tenue. C'est pas un endroit où on prend le café quand on attrape les volailles. Ça se fait dans le sas. Donc, il y a des lavabos, il y a une cumulus d'eau chaude, il y a des tenues jetables, il y a des charlottes, il y a systématiquement tout ce qu'il faut pour normalement travailler sereinement pour eux et pour nous. On a aussi on a fait l'achat de barrières, c'est des barrières amovibles en galva. Alors, c'est vrai pour la biosécurité, c'est peut-être pas d'importance majeure, mais c'est pour l'amélioration des conditions de travail. Ça permet justement que chaque site a ses propres barrières. On n'a pas à les déplacer. On fait pas on a essayé d'imaginer, parce que chaque site a 5 km d'écart, donc éviter justement de balader du matériel d'un endroit à l'autre. Bon, ça peut arriver, mais dans ces cas-là, on prend le Karcher, on le désinfecte. Et dernièrement, on a investi, alors c'est pas un gros investissement, dans une petite station de lavage désinfection à l'entrée des bâtiments. Et hier matin, on a reçu des canetons, donc on a pu inaugurer la station de lavage.
Donc, on a lavé les roues, on a lavé le camion. Et je dois dire que le monsieur qui arrive avec les camionnetons était très content qu'on ait fait ce petit investissement qui nous a coûté 350 € par site, donc c'est-à-dire à l'échelle de l'exploitation, pas grand-chose. Donc voilà, c'est plein de petites choses. Et puis donc là, au vu de la grippe aviaire qui a sévi à nouveau, les prochains investissements qu'on va faire, c'est sous peu là. On avait déjà relativement cimenté le tour de nos bâtiments, mais là c'est même pas étudié parce qu'on a déjà les devis et c'est prêt à faire. On va bien cimenter pour qu'on ait vraiment des aires de lavage pour tout le matériel, des petites assiettes. Il y a toujours un tas de petits matériels pour que ce soit propre et qu'on puisse envoyer tous ces jus dans une fosse. Donc petit à petit, je dirais, on avance, on améliore. Mais après, je pense que ayant une âme, enfin c'est pas une âme, je suis bretonne. La Bretagne me semble est plus aguerrie et plus en avance sur la biosécurité que le Sud-Ouest parce que j'ai été très surprise quand je suis arrivée. Il y a plein de choses que j'ai entendues, je me suis dit, nous ne sommes pas dans le même pays. Donc voilà ce que je peux dire dans un premier temps. Merci beaucoup. Eric, je vous laisse du coup la parole. Merci, bonjour à tous. Moi, je suis dans les Pays de la Loire, donc à mi-chemin entre la Bretagne et le Sud-Ouest. Peut-être qu'on est dans une situation intermédiaire en matière de biosécurité, de règles à respecter. Voilà, moi j'ai envie d'intervenir sur cet aspect responsabilité, d'une part, et puis le mot respect, je vais peut-être l'utiliser à plusieurs reprises. Dans la présentation qui a été faite par Marion tout à l'heure, on a le sentiment que l'intervenant est un vecteur de transmission d'agents pathogènes. Sous-entendu, mais je sais que c'est pas le propos. Sous-entendu quand même, il peut être responsable de transmission ou d'introduction d'agents pathogènes sur l'exploitation. Moi, je considère qu'on a une responsabilité partagée entre les intervenants et les éleveurs. Et donc, c'est à nous de faire le maximum pour que, en effet, l'intervenant n'introduise pas ou ne transmette pas à l'intérieur de l'exploitation des agents pathogènes. Donc, je vais y revenir sur les éléments pratiques qu'on peut mettre en œuvre. En tout cas, de point de vue général, ça m'incite à mettre en évidence une orientation qui a été donnée par l'interprofession Envol, donc volaille de chair, qui est une idée reprise des travaux de l'ITAVI, mettre en place une charte charte de respect, peut-être une charte de responsabilité partagée entre les intervenants et les éleveurs, donc mettant en évidence tout ce qui doit être fait par les uns et par les autres, et permettant par exemple aussi aux intervenants de dire moi je ne vais plus dans telle ou telle exploitation parce que cette charte n'est pas respectée, notamment toutes les conditions d'accueil sur lesquelles je vais revenir. Donc voilà, c'était juste pour mettre en avant l'intérêt de cette charte, et après vous comprendrez ce à quoi je fais allusion pour son contenu. Peut-être deux éléments dans mon propos. Déjà, l'organisation de la ferme, et puis en deuxième, la gestion de l'équipe en tant que telle. Bon, je suis désolé, ça va reprendre une partie des propos j'ai déjà oublié Sylvie, mais voilà, je vais peut-être le dire différemment, donc ça aura une vertu pédagogique si c'est redondant. Donc me semble que pour que les intervenants travaillent bien, il faut qu'ils arrivent dans une ferme où les choses sont claires, où les choses sont bien organisées, et ça a bien sûr l'intérêt pour les intervenants, mais ça a aussi un grand intérêt pour nous, éleveurs. Quand on travaille sur une ferme où tout est bien organisé, ça nous permet de gagner du temps, et puis c'est tellement plus agréable. Donc, en l'occurrence, oui, je n'ai pas précisé, mais sur mon exploitation, donc j'ai des galliformes et des palmipèdes. Donc, des palmipèdes depuis une vingtaine d'années et des galliformes depuis 35 ans. Et c'est une exploitation que je suis en train de transmettre d'ailleurs à un jeune. Donc, je suis associé minoritaire maintenant sur l'exploitation. Et donc, par le passé, on avait un mélange. Les palmipèdes étaient démarrés dans un poulailler de 400 mètres carrés qui se situait au milieu de l'élevage galliforme, et ces palmipèdes étaient transportés ensuite à l'âge de 5-6 semaines dans un bâtiment froid, une vieille stabulation. Donc, c'était tout ce qu'il ne fallait pas faire en matière de biosécurité. Et depuis qu'on a revu toute l'organisation de la ferme, on y a gagné bien sûr sur les aspects biosécurité, mais aussi en termes de conditions de travail. C'est juste, je dis ça juste pour dire que
souvent on est plus ou moins rétif au changement et quelque part, parce que à court terme, finalement, ça génère une modification de l'organisation, ça a nécessité de revoir tous les déplacements sur l'exploitation. On a investi dans du matériel qui est désormais du matériel spécifique au galliforme et spécifique au palmipède pour ne pas utiliser les mêmes, etc. Donc c'est de l'investissement, c'est du temps, c'est de la réorganisation, mais au final, quelques années après, on s'aperçoit que c'est tellement mieux comme ça, tellement plus facile en termes d'organisation. Et donc ça a nécessité notamment donc d'avoir une signalétique bien claire pour lorsque quand les intervenants arrivent sur l'exploitation, il faut effectivement qu'ils sachent bien où aller et il est hors de question que si on a un intervenant pour les palmipèdes qu'il aille s'enfiler dans un chemin qui mène à l'élevage galliforme et réciproquement. Donc ça a nécessité de mettre en place des chaînettes pour interdire l'accès à tel ou tel poulailler, une signalétique pour bien identifier où sont les bâtiments A, B, C, D, E, F, avoir un parking bien identifié également, qu'on sache où aller sur le parking. Donc une zone d'équarrissage en dehors de la zone d'élevage, un local d'accueil donc qui est bien spécifique, je vais y revenir. Et donc il se trouve qu'on est dans une organisation, mais je pense qu'on n'est pas les seuls à louer, où tous les intervenants qui viennent avec des véhicules, donc les fournisseurs d'aliments et de gaz, ont les coordonnées GPS de chacun des poulaillers. Donc ça évite aussi qu'ils se trompent. Et donc quand ils arrivent, ils vont au bon endroit. Mais sur l'exploitation, moi, je tiens aussi à avoir des chemins qui soient propres, des chemins qui soient empierrés. Donc là aussi, ça demande un peu d'investissement tous les ans pour les entretenir. Mais aucun bâtiment ne doit être difficilement accessible. Et en tout cas, je refuse qu'il y ait le moindre endroit boueux sur lesquels les intervenants vont salir leur véhicule et après transporter éventuellement des agents pathogènes. Pour moi, c'est une des premières règles. Effectivement, tout à l'heure, vous avez cité la nécessité de ne pas introduire des virus ou des agents pathogènes. Il faut aussi, à l'intérieur de l'exploitation, s'ils sont présents, ne pas les diffuser. Donc, ça passe par du nettoyage permanent, nettoyage des bâtiments, nettoyage des chemins, des abords de chemins, et faire en sorte qu'il n'y ait rien qui gêne le déplacement des intervenants. Donc voilà, ça c'est pour tout ce qui est organisation de la ferme, une ferme dans laquelle on doit circuler. Donc on doit bien sûr respecter le plan de biosécurité qui a été établi, comme dans tous les élevages. Alors c'est pas toujours facile, effectivement, ce que vous avez montré là, quelques plans. Donc on a souvent des plans théoriques, dans la pratique c'est quelquefois un peu plus compliqué. Mais voilà, quand on respecte au moins les quelques éléments que je viens de citer, ça permet à mon avis de limiter un petit peu les risques, mais le risque zéro, c'est très bien, il n'existe pas. Alors après, la gestion de l'équipe, alors effectivement, je me focalise un petit peu plus sur l'équipe, parce qu'en effet, moi, je fais appel à une équipe et une seule équipe qui vient soit pour les vaccinations, soit pour le ramassage des volailles. Une seule équipe qui a été formée par le groupement auquel j'appartiens, donc ça me paraît important. Et on a banni tout ce qui est entraide, tout ce qui est utilisation de main-d'œuvre familiale, ce qui était le cas encore voilà, 20 ou 30 ans sur mon exploitation. Aujourd'hui, je veux absolument limiter les intervenants. Et donc, le fait d'avoir affaire à une seule équipe qui est formée par ailleurs, évidemment, c'est beaucoup plus facile de faire passer des consignes. On n'a pas besoin de se répéter à chaque fois. Pour autant, dans cette équipe-là, il y a quelquefois des nouveaux intervenants, donc il faut quand même être en capacité de faire passer des consignes. Et je pense que la meilleure façon de faire passer des consignes, c'est de respecter ces gens-là, de bien les accueillir. Donc, en effet, ils sont accueillis donc, dans un local spécifique, donc c'est notre bureau, qui est un grand bureau dans lequel il y a une partie cuisine, un peu salle à manger. Donc ces gens-là, on les accueille d'abord par le café. C'est peut-être de l'anecdote tout ça, mais en tout cas, je pense que c'est le moment privilégié qui permet la bienveillance vis-à-vis de ces gens-là, qui méritent beaucoup de respect. Et donc, en les accueillant au café, ça permet de discuter, de savoir ce qui s'est passé la nuit précédente. Est-ce qu'ils sont fatigués? Est-ce qu'on leur a payé à manger? Est-ce qu'ils sont en hypoglycémie, bien entendu, etc. Ça me paraît important. Et avant de leur dire, voilà ce qui va se passer ici, aujourd'hui, on a 1, 2, 3 poulaillers à vider. Donc, ils savent à quoi ça s'attend. On leur paye le café. Ensuite, ils vont dans un autre local qui est un local où ils peuvent se changer. Et là, sont mis à disposition donc, des tenues spécifiques à leur taille. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir une panoplie de taille, mais c'est pas grave. Des bottes également à leur taille, des masques, et puis des gilets fluo quand on fait leur massage la nuit. Au bout d'une heure, s'il y a un travail qui dure plus d'une heure, il y a un temps de boisson. Je pense que
ils ont le droit de boire comme tout le monde. Et puis, quand on a terminé, ben, on retourne au local pour se changer, on laisse les tenues sales sur place, et donc ils reprennent leurs vêtements propres avec lesquels ils sont arrivés. On retourne au local où on a bu le café pour cette fois-ci reboire soit le café, soit des boissons froides, jamais d'alcool évidemment. Et donc c'est l'occasion éventuellement, en fonction du temps passé, de l'heure, de la journée, etc., de prendre une petite pause casse-croûte, si, pas systématiquement, ça dépend de l'horaire. Voilà, autre chose très importante, je suis toujours présent, enfin moi ou mon associé, mais désormais, en tout cas l'éleveur est toujours présent avec l'équipe, ça me paraît évident. Bon, quand on veut respecter les gens qui travaillent dur, eh bien, la meilleure façon de faire, c'est de travailler dur avec eux, et donc je pense que c'est quelque chose qui me paraît indispensable. Donc voilà les quelques éléments que je voulais donner, je ne sais pas si c'est pas très complet, je suis désolé, mais je peux aussi répondre à des questions, et puis j'imagine que Sophie, peut-être ça donne des éléments peut-être pour rebondir. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Sylvie, vous voulez réagir par rapport à… Ah non, mais ce que vient de dire Monsieur Cachin, je partage entièrement. Après, moi, j'ai identifié sur l'exploitation des choses, ben, c'est encore d'amélioration. Alors, je ne sais pas si c'est faisable ou non, mais moi, je reste un peu persuadée que la biosécurité, malheureusement, doit passer par un petit côté répressif. Hein. Alors, je ne mets pas un gendarme derrière tout le monde, mais toujours par rapport à mon expérience poule-pondeuse, le simple fait que tous les ans, on était contrôlé sur la charte salmonelle, ça nous met en état on se met en marche, quoi. Et je m'aperçois que les intervenants que j'ai sur l'exploitation, ça peut être aussi un livreur d'aliments. Si je ne suis pas là quand il vient, il se passe beaucoup de choses. Il faudrait pratiquement être une petite souris ou une caméra pour voir ce qui s'y passe. Parce que si on est là, bien évidemment, tout le monde est au garde à vous. Si on est absent, il se passe, on met pas de tenue, on désinfecte pas le véhicule. Oui, on doit jouer les gendarmes. Autre chose aussi, moi, comme on a 2 sites distants, donc souvent les vaccins, je parle de la vaccination par exemple, on fait la vaccination sur un site, puis après il arrive que certains intervenants aillent sur le deuxième. Moi, je suis très gênée parce que c'est des personnes qui vont certes enlever la cote qu'ils ont, mais il y a de la poussière dans les cheveux, il reste des choses, quoi. Pour moi, ça, c'est pas clair. Et puis, ce moment de vaccin, moi, c'est celui que j'identifie comme le plus compliqué parce que, bien évidemment, on intervient sur des petits animaux, avec ce que je viens de vous dire. Et puis, c'est quand même un moment où on pique le canard, donc on peut faire introduire des choses qui ne vont pas. Moi, je me demande si un jour, il ne faudra pas intervenir sur le vaccin et qu'il se diffuse d'une autre façon. Comme ça nous fera, je suis navrée pour la profession, mais ça ferait un intervenant de moins. À la rigueur, nous, on est presque à calculer de voir le moins de monde possible. C'est pas cool, je sais, pour la profession, mais d'autre côté, moins on introduit de personnes, mieux l'élevage se portera. Moi, je sais pas, c'est un point de vue. Je partage complètement, effectivement, je stresse de la même façon quand il s'agit de faire la vaccination, et pour aussi d'autres raisons, notamment la chlamydiose. J'ai eu la chlamydiose à 2 reprises, et c'est une maladie qui est assez pénible, assez fatigante quand on l'attrape. Donc, enfin, voilà, en tout cas, oui, c'est un moment difficile à gérer. Enfin, je dirais de façon plus générale, tous les mouvements qu'on a à faire sur des animaux vivants, enfin en tout cas qui vont aller dans un autre élevage. Donc je pense en tant qu'éleveur de PAG, on sait aussi que nos animaux vont aller dans un autre élevage, alors que les galliformes, la plupart du temps, l'intervention, c'est juste avant l'abattoir. Peut-être qu'il y a un peu moins de risques, mais voilà, en tout cas, c'est un moment effectivement assez stressant, et si on pouvait faire tous les vaccins dans l'autre boisson, ce serait beaucoup plus sympa. Je suis d'accord. Ouais. Et aussi, sur nos intervenants, enfin, je pense à l'équipe, soit les gens qui vaccinent, ou soit les attrapeurs, tu sens bien qu'il faut remettre une piqûre de rappel régulièrement. Ils ont beau être formés, mais c'est valable aussi avec notre personnel d'exploitation. Moi, j'ai un salarié, j'ai un compagnon, j'ai un apprenti. Il m'arrive même, enfin, ceux qui viennent sur notre site, moi j'ai écrit sur les murs, j'ai écrit sur les portes, et je crois que j'ai presque trop écrit parce qu'on ne voit plus ce que j'ai écrit. Le gendarme chez moi, c'est moi. Et ça me navre un tout petit peu. Bon, après, moi aussi, il m'est arrivé certainement des fois de rentrer dans le bâtiment sans m'être changé en cas d'urgence, mais c'est pas inné chez l'agriculteur, c'est pas inné chez nos intervenants, cette biosécurité, et c'est un problème. C'est un problème.
On voit bien que l'importance de la communication et du rappel pour vraiment respecter, enfin voilà, tout ça dans le quotidien. Et puis on voit bien, comme vous l'avez souligné, bah, il y a aussi des interventions en particulier qui sont plus à risque que d'autres et sur lesquelles effectivement bah, il est bien d'apporter une attention particulière et pourquoi pas aussi réfléchir ensemble à des améliorations aussi de façon de faire. Puisque c'est pas des choses qui sont finalement figées dans le temps. Mais l'expérience de Monsieur Cachan, moi, me parle beaucoup quand vous dites une charte pour les équipes d'intervention. Moi, ça me paraît d'une logique imparable. Par contre, quand on leur en parle, j'ai 2 équipes d'intervention. Donc, pour le vaccin, on me donne un document, en effet, qui est relativement bien fait. Je ne sais pas si je peux les citer. C'est Agripalm, à Aire-sur-la-Dour, où il y a un document. Alors, il vaut ce qu'il vaut. Hein, il n'est peut-être pas non plus complètement complet, mais il y a l'heure d'arrivée, il y a le nom des personnes qui interviennent. Il y a, alors, j'ai pas l'intégralité des rubriques, mais il y a déjà une base. Ma deuxième équipe d'intervention pour le ramassage, je sais qu'ils ont fait la formation, je n'en ai pas le document. Et quand je leur ai parlé justement de faire une charte, alors qui serait globale, hein, mi-biosécurité, conditions de travail, conditions d'accueil, matériel de réception, parce que sincèrement, je pense que ça ferait évoluer le métier. Et comme M. Cachan, je suis formelle moi aussi qu'il faut bien les recevoir. Ce sont des gens qui sont, sans eux, on ne pourra pas travailler. Donc, il faut vraiment tout faire pour qu'ils restent dans la profession et que tout aille bien. Mais il y a certainement une charte à mettre en place, ça c'est clair. Du coup, je rebondis sur les propos de Mme Robin sur deux aspects. Concernant la traçabilité des interventions, donc, je pense que c'est quelque chose d'important. Et effectivement, on fait signer à chacun des intervenants une feuille d'émargement qui permet de dater leur passage et qui est passé exactement. Et puis, plus précis, enfin, à l'échelle du groupement également, pour ce qui est des équipes de ramassage. Donc, quand on remplit la fiche ICA en intranet et ensuite après l'enlèvement, donc on renseigne également quelle est l'équipe de ramassage qui est intervenue. Donc, ça permet éventuellement de remonter, le cas échéant, s'il y a une introduction d'influenza aviaire, par exemple, dans une région, de savoir exactement qui est intervenu et à quel moment. Et après, peut-être juste une petite parenthèse sur les intervenants ponctuels, enfin, ou occasionnels. Je pense aux dépanneurs dans le poulailler, contrôleurs, parce que là, on a parlé beaucoup des équipes de ramassage ou de vaccination. Et pour ces gens-là, donc, ils ne suivent pas tout à fait le même circuit que ce que j'ai décrit pour les équipes de ramassage. Et j'ai oublié de préciser, donc à chaque poulailler, il y a un SAS, quelqu'un technicien, dépanneur qui vient dans un poulailler, donc il passe par le SAS spécifique à ce poulailler-là, dans lequel il y a des pédissacs, il y a une tenue spécifique, enfin une blouse spécifique, la possibilité de se laver les mains, de s'essuyer, des spécifiques, voilà, des petits éléments techniques qui sont, semble-t-il, indispensables si on veut également que la biosécurité soit à minima respectée pour ces personnes-là. Si vous voulez bien, moi j'aurais une petite anecdote qui s'est passée au mois de janvier sur notre exploitation en pleine grippe aviaire. Nous avons eu un intervenant qui venait des Landes, alors j'insiste des Landes, où quand même il s'est passé des choses. Nous avons retrouvé ce monsieur parce qu'il est intervenu entre midi et 2, nous déjeunions, donc on l'a laissé faire. Mais par contre, on est arrivé alors qu'il était en plein travaux. Il était sans pédissac, sans tenue, sans rien du tout. Et là, sincèrement, ça nous a mis en colère. Parce que il y a une histoire de responsabilité et quand on est absent, comme je vous le disais tout à l'heure, il se passe plein de choses. Et ça, c'est quand même navrant que la profession intégrale intervenant, mais là c'était pour une réparation d'un robinet, n'ait pas conscience que leurs actes quotidiens, s'ils ne s'habillent pas, peuvent avoir des répercussions qui peuvent être malheureusement catastrophiques. Donc ça, c'est un gros appel à l'intégralité de la profession, de l'amont à l'aval, enfin, j'en passe et des meilleurs. Ok. Je vous propose, du coup, on reviendra, effectivement, je pense, on rééchangera avec la salle. Je vois qu'il y a quelques commentaires qui viennent du chat, mais je vous propose
de focaliser un petit peu sur le maillon ramassage. Donc, je vais demander à Julie de donner la parole à ma collègue Marion Pertusa, qui va décrire un travail qui a été fait spécifiquement sur le maillon ramassage, donc dans le sud-ouest. Et donc, je pense qu'elle va réévoquer des éléments, formaliser un peu des éléments qu'on vient d'évoquer actuellement. Donc, Marion, si tu peux, voilà, je vais te laisser la parole. Bonjour à tous. Vous m'entendez, c'est bon? Ok. Donc, comme l'a dit Nathalie, moi, je vais revenir plus particulièrement sur les intervenants pour le ramassage des volailles. Donc, ça nous a apparu comme un exemple intéressant, puisque comme ça a été évoqué, en fait, les intervenants pour le ramassage, ce sont des acteurs indispensables à la filière avicole et ils peuvent représenter un potentiel risque pour la sécurité sanitaire des sites de production, puisque ils interviennent directement sur les animaux et puis ils interviennent aussi sur différents sites de production dans une même soirée, une même nuit ou une même journée. Donc, ce qui est aussi intéressant par rapport à cette activité-là de ramassage, c'est que ça implique en fait tous les maillons de la filière, donc que ce soit les transporteurs, les abattoirs, les OP, les éleveurs et puis les ramasseurs eux-mêmes, qui sont tous impliqués en fait de façon plus ou moins directe sur l'activité de ramassage en tant que telle. Donc, à ce titre, l'année dernière, on a réalisé en fait une étude pour comprendre comment le maillon ramassage s'organisait, quels étaient les points facilitants, les attentes et aussi les points bloquants à la mise en pratique en fait des mesures de biosécurité sur le terrain. Et donc, ce qui est apparu, et comme l'a évoqué du coup Madame Robin et Monsieur Cachan, c'est qu'il y a deux niveaux en fait de points de progression. Un niveau qui va concerner plus l'organisation des maillons entre eux, et un niveau plus opérationnel sur les sites de production ou au niveau plus structuration des sites et pratique sur le terrain. Donc, au niveau de l'organisation des maillons, ce qui est apparu comme bloquant et ensuite qui a des répercussions en fait sur les pratiques sur le terrain, c'est la gestion des plannings qui est souvent faite en flux tendu. Donc ça a deux causes en fait, c'est que les abattoirs, eux, sont tributaires des débouchés sur le marché, c'est-à-dire qu'eux, ils ont des commandes clients qui arrivent en flux tendu, et c'est notamment le cas pour tout ce qui est production à faible volume ou avec des cahiers des charges variés. Et une deuxième cause à cela, c'est qu'il y a aussi des modifications de planning qui peuvent arriver au fil du temps et qui peuvent être dues soit à un manque d'organisation ou d'anticipation de certaines entreprises, ou alors un mauvais relais d'information qui peut aussi avoir lieu, notamment en termes de volumes qui sont affichés par les éleveurs sur leurs animaux, les volumes d'animaux à enlever ou le poids des animaux à enlever, qui au final font qu'il y a parfois des ajustements qui sont faits au fil du temps dans les plannings et qui font que globalement on a une gestion des plannings qui est en flux tendu et qui nous est remontée comme un point bloquant de façon assez consensuelle entre les différents maillons. Et donc ça a des conséquences à la fois pour les éleveurs qui peuvent avoir des difficultés pour recruter, eux, leurs équipes de ramassage notamment et anticiper les chantiers. Ça a des conséquences aussi surtout sur les entreprises de transport et de ramassage pour gérer les plannings. Et ça a des conséquences au niveau de tous les maillons sur la circulation des informations avec une augmentation du risque de conflit d'informations. Et donc, au niveau, du coup, cette gestion en flux tendu des plannings fait que, du coup, les équipes de ramassage, notamment, doivent faire preuve de beaucoup de réactivité et de flexibilité. Et donc, ça ne met pas forcément dans des bonnes prédispositions tous les acteurs pour ensuite le bon déroulement des chantiers. Donc ça, c'était d'un point de vue un peu organisationnel entre les différents maillons. Et le second niveau, c'est plus au niveau des structurations des sites et au niveau des pratiques. Donc, ce qui est ressorti comme point bloquant et qui a notamment été évoqué par Madame Robin et M. Cachan, c'est l'accessibilité des sites de production. Donc, parfois, ce qui nous a été remonté, c'est que les camions, les chauffeurs ont des difficultés parfois à passer dans certains élevages, ou alors il y a des zones de sable, des zones de boue qui rendent difficile l'accès au site. On a aussi des chauffeurs qui rencontrent des élevages qui n'ont pas forcément de quai de chargement ou des quais de chargement qui sont un peu défectueux, ou encore des salles de gavage où il y a des trous, des choses comme ça qui rendent difficile le passage des chariots, etc.
Et donc ça a plusieurs conséquences. D'un point de vue du travail humain, ça accroît la pénibilité. Et aussi, d'un point de vue organisation, ça peut entraîner des retards de planning. Et dans ce cas-là, ça par ricochet, en fait, ce que ça a pour conséquence, c'est qu'on va demander aux équipes sur le terrain d'accélérer le rythme de chargement pour rester en cohérence avec ce qui est attendu en termes de planning. Et d'un autre côté, ça peut aussi augmenter les risques financiers s'il y a des retards de livraison des animaux à l'abattoir ou des risques financiers en cas de casse de matériel. Et puis, ça augmente les conflits entre maillons. Et donc, en fait, le fait que les structurations de sites soient défectueuses, ça a des conséquences ensuite sur d'autres, des conséquences en fait par ricochet, qui font que les équipes ne sont pas forcément dans des bonnes prédispositions ensuite pour le déroulement des chantiers, le respect des mesures de sécurité. Le second point qui est apparu comme bloquant, c'est le manque d'équipement. Donc ça aussi, ça a été souligné par nos 2 éleveurs témoins, c'est d'avoir des sas adaptés pour les équipes de ramassage, qu'elles puissent se changer dans le temps imparti, puisque souvent c'est assez cadencé. Et donc quand les sas sont trop petits, les gens ne peuvent pas se changer ou doivent se changer au fur et à mesure, et donc ça fait perdre du temps. Et aussi, donc, ce qui nous a été remonté, c'est parfois le manque d'équipement en termes de points d'eau, notamment pour laver le matériel, etc. Et donc là aussi, ça accroît la pénibilité au niveau du travail des opérateurs, et puis c'est défavorable de façon générale au respect des mesures de biosécurité sur le terrain. Et enfin, le troisième volet, donc, ce qui a aussi été évoqué, c'est le volet humain, c'est-à-dire comment les équipes sont accueillies et comment l'éleveur s'implique lors des chantiers. Donc ça, c'est des points qui sont soulevés comme étant importants, pour que les chauffeurs, les ramasseurs se sentent considérés dans leur travail et puissent être dans de bonnes prédispositions pour ensuite respecter ce qu'on leur demande en termes de biosécurité et autres, en termes de bien-être animal aussi, et pour assurer aussi leur propre sécurité. Donc ça, c'est 3 points majeurs qui sont plus liés à des éléments de structuration des sites et des éléments liés aux pratiques terrain, en fait, en termes d'accueil et d'implication des éleveurs sur le terrain. Ensuite, donc, ce qui est apparu comme pénalisant, donc, qui a été donc, ce que j'ai oublié de dire, c'est que du coup, ces éléments-là sont tirés donc d'un projet où on a réalisé en fait des entretiens auprès des différents acteurs impliqués. Et en fait, ce qui ressort là, c'est les éléments les plus notables lorsqu'on a recroisé les différents discours qu'on a recueillis, les points les plus notables en termes de points bloquants pour la réalisation des chantiers. Et donc, ce qui apparaît aussi comme bloquant, ça peut être l'absence de relais, le manque de communication entre maillons, notamment lorsqu'il y a des problèmes, par exemple une panne, etc. Donc, lors des chantiers de ramassage, il arrive souvent des aléas ou des problèmes qui ont eu lieu lors des chantiers précédents qui font que les équipes ne sont pas toujours à l'heure, etc. Et quand il n'y a pas de communication ou de relais d'information entre les maillons, ça peut ensuite avoir aussi des répercussions sur les plannings. On va demander aux équipes d'aller plus vite, etc. Où il n'y a pas de solutions qui sont forcément trouvées s'il n'y a pas cette communication-là. Et ça a ensuite une répercussion sur les opérations en fait, sur le terrain. Donc voilà, ce qui peut aussi accentuer tout ça. Donc au bilan, en fait, ce qu'on a soulevé en termes de points bloquants, donc c'est tout ce qui va concerner la gestion des plannings à flux tendu, donc là qui concerne l'organisation de tous les maillons impliqués, tout ce qui va concerner donc la structuration des sites de production et les équipements, notamment en termes de sas et de points d'eau, tout ce qui va concerner les relations humaines, c'est-à-dire comment on accueille les équipes, comment l'éleveur s'implique lors des chantiers de ramassage ou encore de vaccination. Tout ce qui va concerner aussi la formation. Comme on l'a vu, notamment pour les équipes de ramassage, il y a souvent un fort turnover. Et donc, c'est important de pouvoir former notamment les nouveaux arrivés aux règles de base en termes de gestion de la biosécurité et du bien-être animal, etc. Ensuite, on a soulevé l'absence de feedback comme un point bloquant, c'est-à-dire que certaines entreprises n'organisent pas forcément un feedback spécifique pour le maillon ramassage et d'autres le font. Et dans ce cas-là, on voit bien la différence. C'est-à-dire que quand on a un feedback organisé sur comment se sont déroulées les opérations de ramassage, on peut avoir plus facilement la mise en place de solutions en cas de problème. Et ensuite, comme ça a été évoqué aussi, c'est l'absence de cadre commun au niveau interprofessionnel sur ce qu'on attend en termes de pratiques au niveau donc là, spécifiquement au niveau du ramassage des volailles, ce qui fait que du coup, parfois, les pratiques ne sont pas homogénéisées entre tout le monde. Et donc là, ces facteurs-là ont des répercussions sur la communication entre les maillons. Donc, ça peut avoir des répercussions et augmenter le risque de conflit entre acteurs. Ça a des répercussions sur le sentiment de déconsidération parfois
peut être ressenti par certains ramasseurs, certains chauffeurs. Ça peut aussi avoir des répercussions sur la gestion des plannings, le retard de livraison des animaux à l'abattoir ou dans les sites de gavage, par exemple. Et ça a des répercussions aussi sur la pénibilité. Et tout ça, ce sont des facteurs défavorables, en fait, de façon générale, au respect des mesures de biosécurité. Et du coup, ce qui a été intéressant ici, c'est de montrer que tous les intervenants ont un rôle à jouer, en fait, pour mettre les acteurs de terrain dans des bonnes prédispositions pour le respect des mesures de biosécurité, et que tous les intervenants, en fait, à leur échelle, au niveau de la filière, ont un rôle à jouer de façon plus ou moins directe. Et donc ça, ce qui est intéressant, en fait, au niveau des conclusions, c'est que chacun a un rôle à jouer pour que les intervenants puissent respecter au mieux les mesures de biosécurité en élevage. Ouais. Merci Marion. Donc finalement, si j'essaye de faire un petit peu la synthèse des voies de progrès au travers à la fois des témoignages de Eric et de Sylvie, et puis du témoignage de Marion au travers de l'enquête qu'elle a conduit sur le maillon ramassage en particulier, on voit bien qu'il y a effectivement sans doute des améliorations possibles au niveau des aménagements du site en lui-même, mettre l'accent sur la praticité. C'est vraiment tous les témoignages des deux éleveurs nous ont montré qu'il y a eu une réflexion. Alors ça se fait pas en un coup, c'est sûr, c'est quelque chose à mettre en place petit à petit dans le temps, où on pense à des aménagements des petites choses finalement, alors qui peuvent nécessiter plus ou moins d'investissement, mais en tout cas qui sont nécessaires pour rendre les sites à la fois plus pratiques, plus faciles à utiliser. Donc, à la fois, donc, on a parlé avec Eric notamment des voies de circulation, donc bien identifiées, bien signalées, bien entretenues, l'importance de pouvoir circuler de façon aisée sur ces voies de circulation, bien signalées également. Également des locaux et procédures pratiques à la fois pour l'éleveur ou un intervenant qui vient seul sur l'élevage. Ça, c'est une chose. Généralement, les SAS peuvent être adaptés pour ça, mais également prévoir aussi des locaux qui soient en capacité d'accueillir des groupes de personnes, notamment pour les interventions. Donc, on a cité tout à l'heure les vaccinations et les ramassages de volailles. Donc, à ce propos, donc, on peut imaginer soit des locaux spécifiques, mais j'avais aussi eu des témoignages d'éleveurs que vous voyez affichés en bas de la diapo, qui avaient aménagé soit d'autres formes finalement de locaux, un mobil-home par exemple, ou un réaménagement de local existant qui permettait de servir à cet usage. Donc ça peut être des choses effectivement, des locaux sur place ou des choses plus ou moins dures. Enfin, un mobil-home peut être utilisé par exemple. Mais dans tous les cas, je rebondis vraiment sur ce que disait Marion. Voilà, quand les équipes viennent à 10 dans les SAS, c'est vraiment pas pratique, surtout en pleine nuit. Et donc, ça renforce, comme l'a dit Marion, le sentiment de déconsidération, et les gens sont quand même moins enclins derrière à écouter ou respecter les consignes de biosécurité. Et puis, on a insisté aussi sur la partie tenue de rechange à disposition, et notamment pour les visiteurs que j'ai appelés non spécialisés, mais qui viennent peut-être plus occasionnellement, qui ont peut-être moins l'habitude, moins cette culture biosécurité qu'on essaye de développer dans nos filières, qui est des gens qui peuvent venir peut-être ponctuellement en élevage, donc n'auront pas forcément le réflexe de se changer, et d'autant moins d'apporter des tenues spécifiques pour entrer dans l'élevage. Donc on pense notamment aux dépanneurs, ce genre de personnes qui interviennent sans doute moins souvent en élevage. Il n'empêche que, au travers de tout ce qu'on a vu, finalement, au travers des témoignages et l'enquête qu'a évoqué Marion, il y a vraiment un axe de progrès qui consiste à travailler vraiment sur la communication et au partage d'une même culture biosécurité entre les acteurs intervenants. Comme l'a souligné Eric tout à l'heure, il y a une responsabilité effectivement à partager entre acteurs intervenant en filière avicole d'une manière générale. L'éleveur a une part à jouer, mais aussi les personnes qui viennent sur les différents sites, ça c'est sûr.
Et donc, il y a effectivement pour cela nécessité de prendre en compte les contraintes de chacun. Alors là, je vous ai mis un peu des propos qu'on avait pu récolter au travers de groupes d'échange entre différents acteurs, éleveurs, ramasseurs et puis sociétés d'équarrissage, on avait eu un temps de discussion effectivement sur les difficultés, les contraintes de chacun, et puis on voit que chaque corps de métier finalement a des difficultés parfois à intervenir en élevage. Hein. Par exemple, sur le ramasseur qui disait que voilà, personne ne pense vraiment au ramassage, mais il n'empêche qu'on ait comme on l'a souligné tout à l'heure, ce sont des acteurs indispensables finalement au fonctionnement de la production avicole. Pour rebondir aussi sur ce que disait Sylvie sur le fait que l'éleveur, voilà, quand il n'était pas présent sur le site, on avait forcément des difficultés des fois à respecter, parce que les intervenants ponctuels, par exemple les chauffeurs, respectent les mesures de biosécurité. Donc là, c'était un exemple, par exemple, sur la fermeture de la chaîne après la livraison, qui pouvait des fois poser problème. Quand l'éleveur n'est pas sur site, il constatait en revenant plus tard que la chaîne n'était pas fermée. Du coup, la barrière était caduque. Et puis, société d'équarrissage, je sais pas, qui relatait le fait que les bacs sont parfois pas forcément placés dans des endroits qui garantissent la sécurité des chauffeurs, donc travail qui n'était pas forcément de manière sécuritaire pour le chauffeur. Donc, on avait évoqué aussi l'amélioration des échanges d'informations entre acteurs, donc vraiment importance. Donc, notamment s'il y a une contamination sur un élevage, on a des personnes qui viennent, qui possiblement peuvent se contaminer. Alors, ça peut être dangereux, parce qu'ils peuvent transporter des pathogènes pour d'autres élevages, mais aussi pour eux. On pense qu'il y a aussi des agents potentiellement dangereux pour les gens qui interviennent sur place. Et donc voilà, un ramasseur par exemple qui évoquait le fait qu'ils étaient peu souvent mis au courant finalement de contamination potentielle. Donc là, c'était le cas particulier par exemple des salmonelles, mais ça pouvait arriver qu'ils n'étaient pas forcément mis au courant qu'il y avait une contamination sur l'élevage sur lequel ils intervenaient. Et puis la diffusion, autre point d'amélioration, la diffusion d'informations sur les procédures propres à chaque site. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, chaque site est en fait un cas particulier avec une configuration propre, des voies de circulation propres à chaque site, des règles particulières propres à chaque site. Donc l'information était plus ou moins facile à faire circuler entre les différents acteurs finalement intervenant sur ce même site. Donc ça, c'est un peu les problèmes qui peuvent survenir. Et donc, les solutions, en mettant ensemble finalement les acteurs, en discutant finalement entre acteurs, prendre le temps finalement de discuter entre acteurs au travers d'une réunion, d'un temps d'échange spécifique à ça, on a pu, pour ces points que je vous ai évoqués à l'instant, donc trouver des pistes de solutions qui prennent en compte finalement les contraintes de chacun. Par exemple, on évoquait le fait de bien accueillir, faire prendre conscience à l'éleveur que bien accueillir, ça peut paraître rien, mais c'est quelque chose d'important. C'est un point qui est ressorti de la réunion. Des éleveurs ont pris conscience que oui, aménager ce temps de repas, comme le disaient Eric et Sylvie, aménager ce temps de café, de discussion avec les gens avant de leur demander de faire respecter, effectivement, ça a un impact positif sur le terrain, puisque les équipes de ramassage nous disaient, il y a des équipes qui préfèrent aller chez certains éleveurs parce qu'ils savent qu'ils sont bien accueillis et donc respectent mieux les consignes qui leur sont données. D'autres solutions ont émergé. Le fait de pouvoir aussi être averti pour les éleveurs par SMS de la fin de livraison, qu'ils puissent se rendre sur site pour vérifier que la chaîne est bien fermée en sortant, ou la fermer lui-même si c'est pas fait. Et pour la partie équarrissage, plutôt être au courant un peu des contraintes qu'ont les chauffeurs équarrissage pour leur sécurité, avoir une personne en fait, par exemple référente, qui sache un peu les règles à respecter pour bien choisir un emplacement de site. Améliorer les échanges entre acteurs, on pourrait aussi imaginer de se diffuser, comme l'a évoqué
Eric, voilà, avoir des listes en fait de personnes, de ramasseurs qui interviennent. Voilà, on identifie ces gens-là, on est capable de les prévenir avec les numéros de téléphone. Voilà, s'il y a des lots contaminés à enlever, voilà, ils sont au moins au courant qu'il y a un lot contaminé. Peut-être ça leur permet de mettre en place des mesures spécifiques, soit des tenues spécifiques ou voilà ce genre de choses. Et diffuser l'information, Sylvie l'a évoqué, voilà, le fait qu'elle notait un petit peu partout, mais c'est ressorti comme quelque chose d'important de pouvoir communiquer sur les procédures de façon simple, lisible en fait, par quelqu'un qui même n'y connaît rien à l'élevage, puisqu'on peut avoir des intervenants effectivement qui ne sont pas spécialistes de l'élevage, et puis pouvoir faire circuler les plans de biosécurité à tout ce qui est chauffeurs, voilà, qui peuvent intervenir. Et on a parlé tout à l'heure des coordonnées GPS des sites, c'est aussi une piste qui est intéressante à creuser, qui est ressortie intéressante à creuser lors de ces groupes d'échange pour justement prévenir les erreurs de circulation sur les sites, voilà, que les chauffeurs aillent bien aux bons endroits sur les sites, etc. Donc, toutes les solutions que j'évoque ici, en fait, ont été issues d'un projet sur lequel on a testé en fait des réunions qu'on appelle participatives, qui sont ressorties comme une méthode qui permet d'associer de façon vraiment active et responsable tous les acteurs qui peuvent être impliqués dans une action donnée. Donc là, en l'occurrence, réfléchir sur des solutions pour mieux vivre, mieux respecter la biosécurité au quotidien. Donc l'idée, c'est dans un premier temps d'abord bien se comprendre entre acteurs, accepter aussi les différences de contraintes, d'avis sur la question, pour pouvoir trouver des solutions à un problème commun. Et puis par la suite, vu qu'on les a co-construits ensemble, ça facilite l'adoption de ces solutions au quotidien. Donc ça nécessite forcément de pouvoir se parler dans un groupe restreint d'acteurs sur un territoire donné, puisque chaque territoire a ses contraintes qui lui sont propres, tant en termes de personnes, d'acteurs qui concernés, et puis d'organisation sur un même territoire. Et alors, comment ça se passe, les grands principes à respecter lors de ce type de réunions participatives? Donc, il est nécessaire dans un premier temps de créer une cohésion de groupe pour vous pouvoir bien échanger sereinement dans le respect mutuel, voilà, de donner envie au groupe de se réunir peut-être plusieurs fois pour pouvoir prendre le temps de co-construire les réunions ensemble, d'être à l'aise ensemble, avoir de la cohésion finalement entre acteurs différents qui n'ont pas forcément l'habitude d'échanger. Le deuxième principe, c'est essayer de faire progresser le groupe en tant qu'animateur sur des notions de base, voilà, partager un peu les enjeux qu'on partage tous en commun, les contraintes de chacun. Donc permettre voilà, l'expression libre les expressions libres des participants à partir d'un questionnement qui peut être précis sur une problématique un peu précise. Essayer de synthétiser les données, pas rester au stade uniquement de discussion. Donc on a évoqué tout à l'heure l'idée d'une charte, ça peut être voilà, les bases d'une charte, mettre un peu par écrit les idées qui ressortent. Mettre en débat aussi les solutions qui sont trouvées par les uns les autres. Voilà, qu'est-ce qui est intéressant, pas moins intéressant dans les solutions proposées. Est-ce que c'est faisable, pas faisable, à quelle échéance, qu'est-ce qu'il faudrait effectivement pour mettre en œuvre les solutions trouvées. Et puis, surtout, inciter les acteurs à s'engager sur les changements. Donc là, l'idée de charte est intéressante dans ces cas-là, voilà, permettre voilà, de prendre des engagements sur l'avenir pour mettre en œuvre que les solutions trouvées ne restent pas que au stade de discussion, mais puissent après se mettre en pratique sur le terrain. C'est une démarche qui peut être intéressante, voilà, pour progresser sur un territoire donné. Donc, effectivement, pour aider, donc cette expérience-là a été, comme je l'ai dit, expérimenté dans le cadre d'un projet qui s'appelle le projet Partage, que nous avons conduit conjointement avec l'ANSES dans le cadre de l'UMT Sanivol, et donc il va être issu de ce projet-là un guide d'organisation et d'animation de réunions participatives qu'on est en train de construire et qui a pour objectif d'aider les gens, les différents acteurs voilà, à pouvoir organiser ce type d'échange de réunions, de co-construction de solutions pour progresser finalement ensemble sur la biosécurité, sur des problématiques finalement où on voit que ce n'est pas
que les éleveurs qui sont concernés, mais vraiment une multitude d'acteurs qui participent ensemble finalement au respect, à l'amélioration de la biosécurité au sein d'un territoire. Et puis, je voulais citer aussi également en conclusion 2 autres outils qui sont en cours de construction sur plutôt le maillon ramassage, donc issu du projet qu'a évoqué Marion. Donc, un petit diaporama d'animation de type motion design plutôt à destination des ramasseurs, donc qui peut être mobilisé dans le cadre de formation, de rappel de notions, de bonnes pratiques par exemple, et puis des vidéos également témoignages, qui reprennent par exemple des témoignages qu'on a pu voir aujourd'hui, de solutions trouvées par les producteurs eux-mêmes pour pouvoir améliorer au quotidien finalement l'application de ces mesures de biosécurité. Et puis pour finir, avant de passer aux questions, on voulait citer le lancement du réseau européen NetPool Safe qui vise à renforcer les liens entre les acteurs au niveau national mais aussi international sur la biosécurité, avec 3 principaux objectifs: mieux comprendre les déterminants, qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui freine, qu'est-ce qui bloque à l'observance de la biosécurité en fonction de la diversité des espèces et des systèmes de production. Identifier également et tester des méthodes qui permettent d'accompagner, aider les différents acteurs à mieux respecter les règles de biosécurité, et puis partager au travers d'une plateforme de connaissances toutes ces données. Eh bien, merci. Je pense qu'on va pouvoir conclure sur ce webinaire parce qu'on n'a pas d'autres questions. Donc, je tiens vraiment à vous remercier. Donc, Éric Cachan, Sylvie Robin, Nathalie Rousset et Marion Pertusa pour ces présentations et ces interventions qui étaient vraiment passionnantes. Donc, moi, j'ai vraiment retenu que la biosécurité, c'est au quotidien, mis bout à bout, des règles d'organisation et de structure qu'il faut prendre point par point et que ça fait un ensemble qui permettra de consolider la biosécurité. C'est pas évident parce que, comme le disait justement Sylvie, c'est pas inné la biosécurité, c'est vraiment des efforts à mettre en œuvre pour que ça marche. On l'a bien vu aujourd'hui, c'est des efforts collectifs, tout le monde doit s'y mettre. Pour ça, on a vu l'importance des aspects sensibilisation, communication et vraiment rappel au quotidien du respect des règles, avec peut-être la nécessité d'un petit côté répressif pour faire des piqûres de rappel. Il y a vraiment une responsabilité qui doit être partagée par tous. Et vraiment, je souligne l'aspect pour que ça marche, il faut que tout le monde se respecte de tous les côtés. Il faut un bon accueil, il faut un accompagnement. Cette notion de respect, je pense, ça peut être le mot d'ordre à retenir. Il faut que les gens se parlent et se respectent. C'est comme ça que ça va pouvoir fonctionner. Et puis, je pense que la filière est bien partie, tout le monde est très actif, donc dans les années à venir, on ne peut voir que le fruit de tous ces efforts. Donc encore merci pour vos questions, merci de votre participation. Donc je tiens simplement à, comme vous l'avez ici, on a des prochains rendez-vous en juin, prochains rendez-vous par webinaire qui sont proposé par l'ITAVI, donc la journée accouvage du 15 juin, donc multiplication et accouvage. On va parler de santé du travailleur, d'éthique et bien-être animal, et puis on va reparler de biosécurité pour ces maillons. Donc je vous invite à y participer, ça va vraiment pouvoir compléter ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Et puis le lendemain, donc le webinaire sur l'influenza aviaire. Donc là, on parlera d'impact économique de la crise. Donc je pense que c'est un sujet qui nous sensibilise tous. L'ANSES fera une présentation sur la dynamique d'évolution de l'épidémie. Il y aura peut-être des réponses d'ailleurs à des questions qu'on a posées aujourd'hui. Et puis on discutera du sujet intéressant de comment prévenir par la biosécurité les futures crises, comment aller dans un sens qui permette qu'on évite à nouveau de subir toutes ces crises. Donc, je vous remercie à tous. Simplement un petit mot pour vous dire que le diaporama que vous avez vu aujourd'hui et également la possibilité de revoir l'événement en replay vous sera envoyé la semaine prochaine.
si vous n'avez pas pu voir la totalité ou si vous voulez le revoir. Et puis également, j'ai bien noté, hein, on vous enverra le lien pour avoir les informations sur les MOOC FIA et CNADEV dont on a discuté tout à l'heure. Donc, je laisse peut-être les intervenants conclure si vous avez un petit mot. Et en tout cas, je vous remercie. C'est moi qui vais vous remercier de prendre à bras le corps ce sujet parce que j'ai déjà eu l'occasion d'échanger justement avec Marion notamment. C'est vraiment un sujet qui m'intéresse à haut niveau, mais ne serait-ce que plutôt pour les améliorations de conditions de travail parce que comme l'a dit M. Cachan, quand je les reçois, moi, quand ils partent de bonne heure le matin ou très tôt, et ils ont vraiment un mérite exceptionnel. Donc, c'est un accompagnement général qu'il faut leur apporter. Et merci. Merci également et merci pour vos gentils messages à notre égard. Mais moi, ce que je veux ajouter éventuellement, c'est que je reste disponible, le cas échéant, pour construire cette charte que l'on a évoquée à plusieurs reprises, cette charte qui mettra en évidence, je l'espère, la nécessité d'une bonne organisation collective et de respect entre les différents acteurs pour cette bonne organisation. Donc voilà, moi je suis à disposition pour ça. Je vais bientôt être retraité, donc je vais avoir plein de temps maintenant. Merci à tous. Merci pour vos interventions et puis d'avoir répondu présent pour ce webinaire. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Bonne journée. Au revoir, merci.